Ce programme vous est présenté en partenariat avec Historia et France Culture. Notre peuple décidera lui-même de son destin. Nous voulons que l'Algérie demeure française. Nous demandons à toute la population de garder son calme. C'est des choses qui marquent à vie. Dans les yeux des personnes qui m'écoutent, j'ai la sensation qu'ils ne me croient pas. Donc j'essaye pas de convaincre, j'essaye juste de dire. Les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas ça. Les parents nous disaient, ton grand-père a fait la Première Guerre mondiale, ton père a fait la Seconde. C'est un peu logique d'aller défendre la France là-bas, très bien. L'heure au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre ses flancs qui bat. Quand un soldat s'en bat en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Partir pour mourir un peu à la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Le peu que j'étais arrivé déjà, j'étais mal à l'aise. Je sentais qu'il y avait, quand je voyais, c'était une grande coupure avec la métropole. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout les mêmes façons de percevoir la République en Algérie que de la percevoir là où j'avais été élevé. Je me sentais pas chez moi. Puisqu'on me disait l'Algérie c'est la France, c'était complètement différent. C'était un autre monde, un autre monde. Mes impressions, ça a été surtout de voir la pauvreté des gens et la façon dont ils nous regardaient passer, ou plutôt essayer de ne pas nous regarder passer. On avait vraiment l'impression que ça leur faisait guère plaisir. On est habillés, on est soldats, on représente la France, on a des armes, on est donc les plus forts. Et eux, c'est quoi? C'est des sous-hommes, hein? Et on peut les qualifier de n'importe quoi, on peut dire que c'est des bougnoules, c'est ceci, c'est cela, tous les qualificatifs qu'on a pu entendre. Mais dès le moment où vous êtes en contact avec ces gens, que vous voyez qu'ils ont des difficultés, qu'ils souffrent, votre état d'esprit est totalement différent. À peine arrivés, les soldats du contingent sont choqués par la misère qui règne dans ces étranges départements français. Qu'en est-il de la mission civilisatrice de la France? Les a-t-on trompés? Ils découvrent que le système colonial a désorganisé à son profit la société algérienne et son économie, et que c'est maintenant eux qui sont chargés d'accomplir des actions humanitaires pour améliorer la situation dans l'urgence. Tout de suite, j'ai été dirigé vers un travail d'assistance médicale gratuite. Et quand on est arrivé là-bas, il y avait 4 morts par jour dans ce rassemblement de 4500 nomades. Et on n'arrêtait pas d'ouvrir des abcès tuberculeux. On faisait à peu près 25 piqûres de pénicilline par jour. Les gosses étaient beaucoup pieds nus. Et puis presque tous un crâne couvert de croûte. Il y avait beaucoup de trachome aussi, des yeux qui étaient atteints. Comme on passait pour soigner, on était bien reçus. Les autorités françaises veulent, selon la terminologie officielle, conquérir les cœurs et les âmes. Et ce sont les sections administratives spécialisées, les SAS, qui prennent en main cette mission. Les SAS, c'est une institution politico-militaire. C'est-à-dire que
l'armée était priée de s'occuper des gens et de faire au profit des populations ce que la colonisation n'avait pas fait. Parce que l'administration civile était totalement absente. Et que l'armée peut avoir du cœur pour les populations, surtout celles qui se sont rendues. Et donc, c'était le rôle social de l'armée. Au titre de la pacification, on relançait les écoles et les dispensaires. Et moi, on m'a nommé instituteur. Silence! On va prendre une phrase de la leçon d'hier. Vous allez répéter après moi. Ah! Ah! L'école! L'école! Je n'ai pas le chef. Mon capitaine me dit, putain, l'école que vous avez trouvée, elle est à peu près à 200 mètres du camp, et c'est inquiétant de la hiérarchie, donc vous aurez un fusil à côté du tableau noir. Mais ça, voilà, ça montre déjà l'ambiance et les contradictions absolument incroyables dans lesquelles on vivait. Donc on avait l'angoisse permanente vis-à-vis des félagas qu'on ne voyait d'ailleurs pas. J'en ai jamais vu un seul en armes, jamais. On n'a jamais ramené au camp que des suspects. Alors que la nuit, on se faisait tirer dessus. Dans la nuit. Bon, donc les félagas, ils étaient partout, mais on ne les voyait pas. كان واحد الجندي معايا يقول ابتسام يطلع فوق الشجرة جاب الكاسة هذاك الكاسرنا كي يعقب بلندي يقطع حاجة مطاق نص كي يقطع يجيب يقطع نص مطاق ثقيل هاك كي يقطع جمسي يقطع مطاق طويل ويجيب له الحساب هذاك قال لي لقد يدور دورية تمشي في البلاد قال هم عقب 4 كاميوات هم 4 جمسيات هم 4 أجيبات بنعرفهم بالمطاوي طارق بالك ما عندكش كاغ ما عندكش كاغ. L'inégalité des forces était flagrante. Face à l'armée française, l'une des plus puissantes au monde, l'ALN, l'armée de libération nationale algérienne, adoptait les méthodes de la guérilla. La guérilla est une petite guerre simple, facile, utilisant des moyens primitifs, tels que le feu, l'eau, les pierres, les cris, etc. Ces principes sont au nombre de 3. 1. Le secret. Il crée la sécurité. 2. La surprise. Elle compense le nombre. 3. La brièveté de l'action n'attend pas la réaction adverse. Le soldat doit être invisible comme un moustique dans la nuit, mouvant comme un papillon dans l'espace, prompt et vorace comme un tigre affamé, insaisissable comme une anguille dans l'eau. Une journée type au maquis, à 4 heures du matin, c'est le réveil. Tout le monde en tenue. Alors, l'installation des guetteurs sur les points culminants, dominants, pour surveiller l'arrivée d'ennemis. Et puis à partir de 10 heures, il n'y a pas d'opération, l'ennemi n'est pas en vue, donc c'est relax. تعرف كانوا مريحين وتعرف نمزحوا كيف في الاستقلال واش ندير انت واش نديروا في الاستقلال وكذا او تعرف حكايات تاع واش يقولوا تاع ليجان هكذا في ديك حنا كنا ليجان واحد يقول لنا غدوه مثلا في الاستقلال نولي قارد شومبيت واحد يقول لنا نولي مير واحد يقول لنا نولي والي وكذا الى اخره نمزحوا هكذا وكذا الى اخره. J'avais les cheveux coupés très courts, donc je passais beaucoup plus pour un garçon que pour une fille. Alors je dormais avec eux. Bon, bien sûr, moi j'étais contre le mur. Il y avait la nuit, comme ça, dans les baraques. Il y avait donc le capitaine à côté de moi et le reste des moujahidines. J'étais un homme. Alors madame, le tour de garde d'hier. Oui, le tour de garde, bien sûr. Mais vous êtes, tu as une voix de fille. Ma voix n'a pas mué. C'est pas de ma faute. C'est-à-dire je jouais le rôle d'un homme.
ساعة كي تكون خدمة في هداك يبعثنا الجروبات نمشيو مع الجروبات باش ننظموا ولا نديروا عمليات. واش هي العمليات التخريبية، نكسروا القناطر نكسروا الطرق. كنا نديروا ساعة نديروا كمين للعدو. كنا نقطعوا لهم التليفون نقطعوا لهم التريسيتين. ساعة نديروا عمليات نقتلوا العسكر نديروا سلاح نجندوا. Quand on était en camion et qu'on passait dans des endroits où on était menacé d'embuscade. Alors là, c'était terrible, tout le monde se décomposait, on devenait... Je sais ce que c'est que d'être vert de peur, oui. Ah oui. J'ai perdu 6 de mes camarades, dont d'ailleurs mon meilleur ami, lors d'une embuscade. 6 morts. C'est moi qui les ai nettoyés parce que mes camarades étaient dans un tel état de terreur. Et mon meilleur ami, là, André, il était émasculé. Il avait donc été émasculé par les félagas. Et ça a évidemment choqué encore plus et à la fois terrorisé. Et cette angoisse-là, liée à toutes les conditions physiques qui étaient les nôtres et qui étaient extrêmement difficiles, parce que c'était l'hiver, il pleuvait, il neigeait, on avait froid. On mangeait... c'était épouvantable. On était épuisé par les gardes, par les marches, etc. C'était donc clapotis dans les cerveaux. Hein. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits. Chers parents, le voyage a été excellent, mais l'impression en arrivant ici est pénible. J'espère faire du bon boulot et je compte sur vous pour m'aider. Au printemps, tu verras, je serai de retour dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? J'embrasse bien mes parents, ainsi que toute ma famille. Est-ce que vous pouvez leur dire si vous êtes bien au Grand du Lido? Je suis assez bien, oui. Oui. La vie y est agréable? Assez. C'est la vie en plein air? C'est ça, oui. Est-ce que vous aviez fait du scoutisme quand vous étiez jeune? Oui, j'en ai fait. Alors ça vous rappelle un peu le scoutisme, oui. de votre jeunesse? Oui, oui. Vous voyez, vous n'êtes donc pas dépaysé. Non, pas trop. Brûle les feux de bois, je tangue, je chavire, et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Alors, chers parents, ma chère fiancée, je vous envoie à tous mes meilleurs baisers. Tout va très bien. Vous voyez, le travail, quoi, est pas trop fatigant quand même, ça va. Alors, bon baiser et à bientôt, au plus tôt possible. Viendras-tu dire, au moins le sais-tu? Embrasse bien ma mère, ma soeur, mon beau-frère, ainsi que ma future. Et vous leur dites à bientôt. Et à bientôt. Dans un mois, j'espère être en permission et bientôt avoir terminé le service militaire. La vie de ma famille reposait sur moi, parce que j'étais devenu du jour au lendemain chef de famille. J'étais voir dans une sas, et il y avait une place de libre pour délivrer des papiers d'état civil aux nomades. Et le maire, il m'a pris pendant un mois, et il a découvert que je n'avais pas d'expérience, que j'étais novice et que mon niveau n'était pas suffisant pour occuper ce poste. Et le lieutenant des SAS, il m'a dit, t'as qu'à t'enrôler dans les formations supplétives. Messaoud Kafi fait partie des milliers d'Algériens qui se sont enrôlés dans les formations supplétives de l'armée. On les connaît mieux sous le nom de Morazni ou de Harki. Comme dans tous les empires coloniaux, il s'agit de confier une partie du maintien de l'ordre aux colonisés. J'étais très jeune et j'avais pas le choix. J'avais à la charge ma famille. Parce que j'avais un solde quand même qui était de... Je crois qu'il n'était pas loin de 300 francs, de 30 000 francs anciens. À l'époque, c'était une fortune. Du jour au lendemain, c'est l'éclaircie. L'abondance de la nourriture, qu'est-ce qu'on veut d'autre?
Leur but, c'était de recruter un maximum d'Algériens. Dans chaque compagnie, il faut qu'il y ait 30 musulmans, sous les ordres d'un officier de l'armée. C'était finalement une guerre de reconquête que menait l'armée française. L'objectif était double: traquer sans relâche les combattants de la LN, tout en dissuadant la population de soutenir le FLN. Les civils devenaient une cible. C'est auprès d'eux qu'on pouvait obtenir des informations sur les maquisards. C'est aussi eux qu'on contrôlait par la peur. Je m'appelle SMP Kuider. Et qu'est-ce que vous faisiez? Je suis secrétaire particulier d'Amar Driss. Continuez. En juin 1956, j'étais amené avec Amar Driss au Maroc, Fiki Yaoujda. Et pourquoi est-ce que Amar Driss est allé au Maroc? Il était appelé, avant il était à Mena, il était appelé pour faire contact, devenir un FLN. Nous sommes retournés en Algérie avec beaucoup de matériel, machines à écrire, rognos et des munitions. Sur le terrain, comment obtenir des informations? C'est très majoritairement au travers d'interrogatoires ou de suspects ou de prisonniers. Ou de populations tout simplement. Quelquefois des populations qui donnent les informations le plus naturellement du monde sans être du tout contraintes. Mais est évident aussi qu'il n'y a pas que des sympathisants, qui plus est, les gens ont peur, en donnant des informations, d'être ensuite égorgés dans la grande tradition. Donc les informations ne sont pas faciles à obtenir. Il faut faire vite en plus. On demande où habitent les FEL, où sont-ils, à quel endroit vont-ils, qu'est-ce qu'ils ont fait, des renseignements d'action immédiate. Donc on a des moyens de rétorsion, soyons clairs. Les moyens de rétorsion classiques, c'est la paire de baffes du flic, du policier, hein, bon, ok. Et puis il y a les moyens de rétorsion plus sophistiqués, je dirais. C'est ce qu'on a appelé la GGN. C'est un poste radio qui délivre un courant déplaisant. Je le sais, j'ai essayé sur moi pour voir avant. Et ça a beaucoup fait parler, puis c'est ce qu'on a appelé la torture, et autour de cette image de torture, il y a une véritable campagne qui se sont créées pour dire « ils torturent » ceux qui ne nous aimaient pas. On peut appeler ça comme ça. C'est vrai que la contrainte, quelque forme qu'elle prenne, est une forme de torture. Un soir, avant de m'endormir, j'entends tout d'un coup hurler, absolument, des hurlements terribles. Je crois d'abord que ce sont des chacals. Je sors de ma guitoune et je m'aperçois qu'on était en train de torturer dans la tente qui était juste à côté de la mienne. Et je savais que dans cette tente, on avait comme prisonnier un vieux et un gamin de 14 ans. Le gamin de 14 ans qu'on avait ramené justement la veille, petit berger, qui, voyant des soldats sortir du bois avec leurs armes et leurs casques, a pris peur, s'enfuit, on le rattrape, on le ramène au camp et on l'accuse d'avoir voulu avertir les félagas. Et pour le faire avouer où étaient ces félagas, on le passait à la GGN. Et j'ai entendu donc hurler ce gamin toute la nuit. Le lendemain, je me suis engueulé comme pas possible avec mon lieutenant, qui était l'auteur de cette torture. Et c'est là où j'ai pris la photo de ce gamin, en me disant que je la montrerai en France. Le renseignement était le but affiché, mais la terreur était l'effet obtenu. Les grandes villes avaient été jusqu'alors relativement épargnées par la guerre. Mais la situation bascule en août 1956, quand des radicaux de l'Algérie française optent pour le terrorisme aveugle. Ils font exploser une bombe au cœur même de la Casbah d'Alger, rue de Thèbes. L'attentat fait des dizaines de victimes.
Dans les semaines qui suivent, le FLN riposte. On m'a chargé de déposer une bombe dans un bar. Je suis rentré, moi, à l'époque, il paraît que je pouvais rentrer, ils peuvent pas me différencier d'un Français. Donc je suis rentré dans ce bar. J'étais bien habillé, j'ai pris une petite bière, j'ai fumé une cigarette. Et je devais déposer cette bombe dans les toilettes et puis de ressortir de l'autre côté. Malheureusement, j'arrive, je suis rentré dans les toilettes, je regarde, ils ont mis les barreaux de l'autre côté, on ne pouvait pas sortir. Si je dépose la bombe, je la décroche, moi aussi je crève avec. Donc je ne l'ai pas fait. Je suis ressorti, j'ai ramené la bombe avec moi. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Par contre, c'est à la fin, j'ai jeté une grenade sur un camion militaire. Je me rappelle, la grenade a explosé et je les voyais sauter, se sauver. Je ne peux pas vous le dire s'il y avait des blessés ou de morts, je ne sais rien. Moi, j'ai fait mon travail et je me suis sauvé. Peu à peu, nous prenons conscience qu'en fait, la menace est impossible à déterminer, impossible à découvrir à l'avance. On parle moins avec ses amis musulmans. On se protège en fait. C'est-à-dire que le Français d'Algérie n'oublie jamais qu'il est minoritaire. Et donc, tout musulman devient un terroriste en puissance. Des bombes explosent dans des bars, dans des immeubles. La mort peut frapper n'importe où, n'importe qui. Pour le psychiatre et théoricien du FLN Frantz Fanon, cette violence était non seulement légitime, mais inévitable. Le peuple décide de ne faire confiance qu'à des moyens violents. Lui à qui on n'a jamais cessé de dire qu'il ne comprenait que le langage de la force, décide de s'exprimer par la force. En fait, depuis toujours, le colon lui a signifié le chemin qui devait être le sien s'il voulait se libérer. L'argument que choisit le colonisé lui a été indiqué par le colon. Et par un ironique retour des choses, c'est le colonisé qui maintenant affirme que le colonialiste ne comprend que la force. Le FLN avait dit à ce moment-là que pour un exécuté, il y aurait un attentat. Quand la guillotine arrivait la veille de l'exécution à la prison de Barberousse, les prisonniers hurlaient. Tous. C'était un cri d'horreur, de révolte. Enfin, c'était terrifiant, terrifiant. Et toute la Casbah qui était à côté hurlait aussi. Il y avait eu des exécutions le matin, donc on attendait les attentats l'après-midi. C'était tellement violent. Et cette violence contaminait toute la ville. Hein. C'était terrible. C'en était fini du joyeux mélange des populations qui avait bercé l'enfance de Simone et de tant de Français d'Alger. Fin 1956, les indépendantistes assassinent le président des maires d'Algérie, Amédée Froger. Le jour de son enterrement, des ultras de l'Algérie française se déchaînent sur des passants algériens. Bilan, 6 morts. Les attentats ne cessent de se multiplier. Le pourrissement se développe, la température monte dans les villes, et l'élément européen a une tendance à se laisser aller à l'irritation et à la colère, dans bien des cas très compréhensibles. Mais tout de même, vous le savez, la colère est toujours mauvaise conseillère. La guerre allait durer. Le général Salan, tout juste nommé à la tête de l'armée française en Algérie, propose un changement radical. Avec son équipe d'anciens d'Indochine, il affirme qu'il faut s'adapter aux méthodes de l'adversaire.
Puisque le FLN mène une guerre révolutionnaire et idéologique au sein de la population, l'armée française doit faire de même. Ce changement de doctrine est testé à Alger, où le retour à l'ordre est confié aux parachutistes du général Massu. Ils ont installé une espèce de quadrillage qui fait qu'ils devaient savoir absolument qui était qui dormait où, etc. Dans notre cité, il y avait ce qu'on appelait des chefs d'îlot dans chaque immeuble. Et le chef d'îlot, c'était quelqu'un qui était désigné d'autorité par l'armée française, qui avait un cahier, qui était vérifié par l'armée, qui est venu dormir ici, etc. Et comme souvent, semble-t-il, ces chefs d'îlot travaillaient aussi, surtout pour le FLN, donc ils ne leur faisaient pas confiance. Il y avait au milieu de la nuit, l'armée qui rentre. Gamin, je me souviens de me réveiller sur les bottes des militaires, hein, c'est-à-dire on ouvre les yeux comme ça, et puis on tombe sur c'est une image ça aussi très forte qui m'est restée dans la tête, puis partait. La répression vise aussi les militants communistes. Depuis l'interdiction de leur parti en Algérie, c'est dans la clandestinité qu'ils agissent. Mon mari était arrêté pour avoir soigné un militant du FLN. Ils étaient un petit groupe de paras. Ils l'ont poussé dans l'escalier. Moi, j'ai essayé de m'interposer. Ils m'ont mis le revolver sur la poitrine en me disant « Si tu t'opposes, on te tue ». Dès le lendemain matin, je me suis mise à le chercher partout, jusqu'au quartier général de Général Massu. Oui, on l'a arrêté, oui, il les torturait, oui, pas de dénégation, rien. Mais vous n'en saurez pas plus, voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est justifié, parce que par la torture, on obtient des aveux, et les aveux nous permettent de trouver des caches d'armes dans la Casbah. Donc j'ai su qu'il était vivant et torturé. Les troupes du général Massu arrêtent l'un des 5 membres de la direction du FLN, Arbi Ben Hidi. Après avoir été exposé à la presse, il est exécuté sans jugement. Officiellement, l'armée parle de suicide. Les disparitions et les enlèvements deviennent une véritable tactique militaire au service de la terreur, tout comme la torture dont la pratique se systématise. Wardia Haj Mahfoud en fait l'expérience dès ses premiers interrogatoires. الماء ولا بالماء غيسين sans arrêt. ينحل كامل حوايجك ما ولاش اللي ياخذك اكيد داخل عندك شعر هذا يشدوه يشربوا لك الماء بزاف وداك الماء مسخ سال نبي الماء حاجاكم ترميه غبلت alors parlez dites la vérité j'ai rien à dire انتم احنا c'est comme ça l'habillement alors c'est une catastrophe داك الوقت ما تجيبيش خبر اللي قال l'habillement. Les habitants les plus pauvres d'Alger reçoivent l'aide des centres sociaux. L'armée soupçonne les membres de cette organisation de soutenir également les indépendantistes. Âgée de 28 ans, Nelly Forget travaille depuis plusieurs mois dans un bidonville d'Alger. C'est en pleine nuit qu'un groupe de parachutistes vient l'arrêter. Ils ont découvert dans mon appartement tout un stock de médicaments et machines à écrire. En fait, c'était le matériel du centre social qui allait s'ouvrir et comme le bâtiment n'était pas achevé, on m'avait demandé d'entreposer le matériel pour le dispensaire et pour le secrétariat. Et ça, tout d'un coup, ça les a excités beaucoup. En me disant, ça c'est pour le maquis, que tu gardes ça. Et on m'a emmené.
Moi, je pense que ça durait 1 heure à peu près, je crois. Je suis... à la fin, j'étais sur le point de perdre connaissance, je crois. Et je ne pouvais plus me tenir debout. Hein. Il a fallu qu'on me porte à ma cellule. Il était très gentil, le bourreau, parce qu'il ne m'a pas traîné par les pieds, il ne m'a pas traîné par les cheveux, il m'a porté. En métropole, le scandale éclate. À leur retour, certains soldats ont raconté les tortures. Guy Mollet, le chef du gouvernement, ne peut plus rester silencieux. C'est quelque chose d'impensable quand je songe que dans mon gouvernement, il y a non seulement un nombre important de résistants, mais même d'assez nombreux concentrationnaires qui ont connu personnellement les crimes des nazis ou de la Gestapo ou des SS, qu'on puisse les accuser de se faire les complices ou même les auteurs de semblables méthodes, c'est effrayant. La France, c'est dans le monde le pays des droits de l'homme. Eh bien, un de ses fils n'a pas le droit de salir l'honneur de la France. C'est la raison pour laquelle chaque fois que des faits nous ont été signalés, nous avons fait faire des enquêtes. Souvent, ces enquêtes sont restées vaines. Parfois, elles ont donné des résultats. Chaque fois, alors, il y a eu des sanctions. L'armée continue pourtant à imposer ses méthodes au gouvernement en arguant de leur efficacité. Car la situation est devenue critique pour le FLN. En quelques mois, sa direction a été quasiment décapitée. Ces derniers chefs politiques quittent l'Algérie. Ils vont diriger la lutte pour l'indépendance depuis la Tunisie et le Maroc. Des camps d'entraînement de l'armée de libération nationale y sont déjà installés. On a envoyé des éléments pour faire un stage de perfectionnement au Maroc. Et de là, nous avons fait une formation très accélérée. Cross combat, judo, tout le sport nous avons fait pour être un petit peu très actifs. J'ai passé le parcours des combattants avec montage et remontage de l'arme Astra espagnole en 1 minute 10 secondes. On n'avait pas de discussion politique, on était là uniquement pour le parcours combattant et les armes. Le poste de commandement de la Wilaya 5 se trouve à Oujda, au Maroc. Rachida Miri est originaire de cette ville. Elle y retrouve ses proches après plusieurs missions au sein des unités de l'ALN. Alors, à Oujda, d'abord, on nous a donné quand même une quinzaine de jours de repos, c'est-à-dire une permission. Donc, on a... Oh, je suis arrivée chez moi. J'avais là-bas, où là, j'étais un homme. Et mon arme était sous la là-bas. J'ai frappé, j'ai dit c'était ma grande sœur. Ensuite, on nous a demandé de rejoindre le poste de commandement. Et là, c'est là où on nous a initiés à l'exploitation des procès-verbaux d'écoute de l'armée française. Tout était noté dans ces procès-verbaux. On avait une quinzaine ou vingtaine de pages, et nous, on épluchait tout ça pour voir quels sont les renseignements qui étaient utiles. S'il y avait une future une embuscade à préparer. Donc, nous, c'était de faire ça. C'était d'exploiter les procès-verbaux d'écoute. C'était un travail très secret. Au large des côtes algériennes, la marine française intercepte régulièrement des navires chargés d'armes et de munitions. Elles sont destinées aux combattants algériens. Leur provenance, les républiques populaires d'Europe de l'Est, comme la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, ainsi que les pays de la Ligue arabe. Ces alliés des indépendantistes leur ouvrent également les portes de leurs écoles militaires. Toute la promotion d'Anna, on a de l'Égypte. Donc on a terminé avec les élèves égyptiens au Caire. عاونونا العرب انطرنوا عاونونا في هذاك الوقت الليبيان كانوا يحبونا ما نقولكش تونسيا لي ماروكان ما نعرفش مليح لي ماروكان لي توانسه ثاني كانوا يحبونا بها لي ليبيان المصريين ما يحبوا ما يكرهوا يعني مسوسين هكذا لي سيريان يموتوا علينا لي ليبانيين لي زيراكيان.
Alors que l'ALN se renforce militairement, le FLN marque des points sur le plan international. Il est maintenant officiellement reconnu et soutenu par le groupe des pays non alignés et des États récemment libérés de la domination coloniale. C'était ça, une idée de génie. Et elle est venue de l'ALN à l'époque, tout à fait au début, en disant, bon, il ne faut pas espérer un deuxième Dien Ben Phu à l'Algérienne. Le but ultime, c'est de forcer la France à s'asseoir à la table de négociation et à traiter d'égal à égal avec les représentants du peuple algérien. C'est ça l'idée de génie. C'est comme ça qu'est née cette diplomatie de guerre. Mais le FLN était-il l'unique représentant légitime de son peuple? En métropole, certainement pas. Mais Salih Haj et son parti, le MNA, demeurent très populaires auprès des travailleurs algériens. Le FLN prend donc la décision politique d'éliminer les messalistes. Et c'est une guerre fratricide entre Algériens qui éclate. Le FLN a voulu s'imposer absolument dans l'émigration. Et donc, pour devenir hégémonique, il fallait casser tous les lieux qui étaient des positions fortes du MNA. Comment les choses se réglaient entre le FLN et le MNA? C'était des attaques armées. C'était pour soit tuer un responsable, activiste, un cadre de l'organisation, soit pour créer une situation d'insécurité, de panique, de manière à casser la prépondérance de l'organisation. Moi, j'avais un Colt 1145 qui pesait plus lourd que ma main. À Marseille, je me rappelle très bien parce que c'est une date historique, c'est mes premiers attentats, nous avons abattu 4 grands chefs messalistes. À la 3e cuillerée de la soupe, je lui ai mis 2 balles. Je l'ai tué sur place. C'est comme ça que par la suite, il est resté du MNA que du côté du nord de la France, Douai, autour de Lille, quelques îlots. Mais dans la région parisienne, le FLN était hégémonique à partir de l'été, de la fin de l'année 57. Le FLN a placé des permanents pour le recrutement à travers les grandes villes de France. Un ou 2 permanents sur Marseille, 1 ou 2 permanents sur Lyon. Toutes les grandes villes de France, c'est là que le FLN, évidemment, a fait sa toile d'araignée. Dès qu'il y a l'adhésion, automatiquement, il y a une cotisation. Le début, ça a commencé à 1000 francs. Elle est passée à 2000 et à partir de 58 à 3000 par ouvrier. Bon, là où les ouvriers, ça permet la constitution de la fédération, que la fédération est devenue le trésor du FLN. Le FLN lance aussi une série de sabotages et d'assassinats ciblés en France métropolitaine. Ces missions sont confiées aux membres de son organisation spéciale. Le 27 mai 1957, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu au stade de Colombes la Coupe de France. Et bien روني كوتي راح pour remettre le trophée bien sûr. دا معاه علي شكال هذا، علي شكال شكون هو؟ Il était à l'Assemblée algérienne à l'époque. دا معاه علي شكال هذا، لوني باش يقول لهم l'Algérie, les Algériens sont avec la France. Ceux qui sont dans les maquis, c'est des voleurs, c'est des voyous, etc., etc. Voilà, c'est des fellagas. Alors donc, il y a eu 3 militants, ils ont reçu ordre d'y aller au stade, de supprimer Ali Shkal. Et bien, Mohamed Ben Sadouk qui يحكيها مسكين يبكي ونبكيو معاه جوستومون. هو مازال حي. قال لي الكابوس نتاعي درت هكذا. ما نجمش تغرد درت هكذا جلي قال لي اجي تيري
j'ai tiré, voilà. Et bien le hasard جات في القلب نتاع الاشكال. Il est mort sur le champ. Coup de maître pour les nationalistes algériens. L'assassinat d'Ali Chekal fait l'objet d'une large couverture médiatique et sert la propagande que le FLN développe de plus en plus activement. Il s'est doté d'un journal, El Moudjahid, édité en arabe et en français, et il produit depuis le Caire une émission de radio dédiée à l'Algérie combattante. الراديو هذاك تاع الرودات هذاك اللي دوره بالرودات ما كاش هذاك هنا في الدار وندسوه في كاش خرشه البوست ندسوه في كاش خرشه نسمعوه هنا نستناوه مقلقين واش يهضر يبقوا يصنتوا ويجي عبد الوهاب يديروا كاسيطه تاع عبد الوهاب غناء ماشي عيسى يكون مازال ما جاش عيسى المسعود ولا يكون خلاص ويديروا عبد الوهاب محلاها معيشتي الحريه اغنيه يقول الاخر محمد مقران يبغي الاغنيه هذه ورابح خويا يبغيها ويتلاقى يقول له خليها يجيبها يبدل قناه يقول له خليها C'est une véritable guérilla médiatique que le FLN lance à l'international. Parmi ses succès, la création en secret d'une équipe nationale de football. Les joueurs algériens de l'équipe de France la rejoignent de façon spectaculaire, juste avant la Coupe du Monde. C'est une grande équipe. Je les ai même vus jouer en Syrie, on a le Syrie. ربحوا 11-0 ولا مش عارف خربوا لي سوريا. Ça a fait une super pub à l'Algérie, à la jeunesse. On donnait vie à l'Algérie. Le FLN autorise 2 reporters américains à passer 5 mois dans les rangs de l'ALN en Algérie. Leurs images font le tour du monde et selon les termes de l'hebdomadaire allemand Stern, déchirent le voile de la propagande française. Les opinions publiques sont de mieux en mieux informées et de plus en plus sensibles à la cause des peuples qui ébranlent les empires coloniaux. I am introducing a resolution which I believe outlines the best hopes for peace and of settlement in Algeria. It urges in brief that the President and Secretary of State be strongly encouraged to achieve a solution which will recognize the independent personality of Algeria and establish the basis for a settlement interdependent with France and the neighboring nations. Mais chaque fois que la question algérienne est débattue à l'Assemblée générale de l'ONU, la position de la France reste inébranlable. Quelle que soit leur nature et leur complexité, les problèmes qui se posent en Algérie se situent sans équivoque dans le cadre de la souveraineté française. Nul n'a jamais trouvé dans la Charte des dispositions permettant de motiver ou de justifier une intervention de l'Assemblée générale. Nous n'avons pas vu ou pas voulu voir l'évolution du monde et la fin des empires coloniaux. Alors pourquoi ? C'est parce que pour nous, l'Algérie, ce n'était pas une colonie. Il n'y avait pas de réalité algérienne. Donc, la conscience qu'il fallait probablement trouver des solutions différentes, nouvelles, on l'avait, mais vraiment très peu. On avait le sentiment que cette guerre, on pouvait la gagner et imposer notre méthode. La France s'enferme dans son déni. Et sur le terrain, son armée cherche à isoler les combattants de l'ALN du reste du monde. En Tunisie, le Front de Libération Nationale avait des unités militaires importantes, très bien armées, très bien équipées, et elles essayaient évidemment, elles passaient en Algérie pour alimenter la rébellion intérieure. Et donc il y a eu la création de ce qu'on a appelé la ligne Maurice, tout le long de la frontière. En général, ils faisaient une tentative de passage de frontière à un endroit pour attirer les troupes d'intervention et puis passer ailleurs. Bon.
En général, quand il passait le barrage, l'état-major savait qu'un barrage avait été franchi, disons, à 4 heures du matin. Il considérait que le type se déplaçait, par exemple, à marche forcée à 7 km à l'heure. 4 heures du matin, 8 heures, ça fait 4 heures. 4 fois 7, 28. On bouclait sur 30 ou 40 km, tout le secteur. Et on se disait, ils sont quelque part là. À ce moment-là, il y avait les Piper Cub de la latte, ou les L-19, qui faisaient ce qu'on appelait des RAV, reconnaissance à vue. On essayait de les trouver, parce qu'eux n'engageaient pas le combat. Il fallait qu'on les trouve. Leur but, c'était pas de se battre. Le but, c'était de rejoindre les maquis et ensuite de renforcer les maquis. ومن بعد فرنسا عاد دارت لنا فيه تريسيتي عاد دارت لنا تريسيتي لا في هذاك عدنا كي نروحوا كي نقصوا وفرنسا ترقلي لنا المدافع نتاعها الصواريخ البلاصه هذيك كي نقصوا يسينيالي عندها في البوست تاعها يطلقوا علينا مثال يطلقوا علينا الصواريخ. Écho en 2755, distance 9600. Artilleurs, préparez un tir. Gisement 2655, distance 9100. Fait. Et ça s'étend sur au moins 400-500 mètres, hein, مش لعب. En plus, il y a un no man's land d'au moins 50 km. Il y a 12 millions de mines qui ont été semées. 12 millions de mines. C'est impossible. Impossible de passer. Et on a perdu des milliers d'hommes. C'est une hécatombe terrible. Tu as beau essayer, mais le courage ne suffit pas. C'est pas grave. Moi, c'était surtout à Tunis que je recevais les gens qui venaient des frontières, tous les blessés algériens, toutes les rééducations. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des contacts avec, c'était à l'époque la Yougoslavie et l'Allemagne de l'Est, qui avait des très bons systèmes d'orthopédie, de remise en place des choses un peu cassées, quoi. On peut dire qu'il y a eu pas mal de traumatismes psychiques dus à la violence, dus au viol. C'était très dur. En Tunisie et au Maroc, les soldats de la LN cohabitaient avec des dizaines de milliers de réfugiés. Tous se retrouvaient bloqués à l'extérieur des frontières de leur propre pays. وسيد سيدي يوسف هادو كان اللاجئين تاعنا الجزائريين يسكنوا بزاف الشعب تم هذا الحدود تاعها في تونس تعرفوا التاريخ تاع سيدي يوسف. Le 8 février, le samedi 8, un bimoteur de liaison a remonté la frontière en rasement un peu tout le long et arrivé à Sakiet, il a été tiré. Il y a eu un moteur qui a été touché. Le pilote s'est fait demi-tour, s'est reposé à Tébessa, et là, le commandement a décidé qu'à partir du moment où on me tire d'un terrain, d'un pays voisin, alors que je suis chez moi, je me trouve en état de légitime défense. Donc les Mistral de l'armée de l'air sont venus bombarder Sakiet. نهار ضربت فرنسا ساقيت سيدي يوسف كنت الجيش تاع هادو فيها كانوا دي سيكسيون تم نسبق لك مالا قبل ما كي سمعت جات معلومات هذاك نلقاها جانا خبر على الساعتين تاع الصباح باللي الجيش الجزائري اللي فيه ساقيت سيدي يوسف كل لازمو يرحل. وكانت مدرسة يقراو فيها 80 تلميذ. بومباردة تاع 8 لي الصباح
كل مساكن ماتوا في المدرسة هذه. والجيش وحنا منعنا، كنا ديجا هربوا بين الجهة خلاف. La Tunisie rompt ses relations diplomatiques avec la France. Elle dépose plainte pour violation de son territoire auprès de l'ONU. La France est critiquée de toutes parts. Les crises gouvernementales s'enchaînent à Paris. La 4e République vacille. Mais c'est depuis Alger que lui est porté le coup de grâce. Le 13 mai 1958, des ultras et des militaires pro-Algérie française profitent de la crise et prennent d'assaut le siège du gouvernement général. C'est la stupeur en métropole. Le gouvernement français n'arrive plus à se faire obéir en Algérie. Il est totalement impuissant. Dans l'urgence, il confie au général Salan, en plus de ses pouvoirs militaires, tous les pouvoirs civils. Les manifestants pro-Algérie française se sentent plus confiants que jamais. Ils s'enivrent de leur puissance. Ils ont réussi à imposer leur volonté à la métropole. Le terme révolution s'applique bien, c'est-à-dire on balaye tout ce qui est arrivé avant, toutes les erreurs précédentes, ce qui a mené l'Algérie à la mort. Et à la tête de cette révolution, on place l'homme qui va en représenter l'âme et qui va, lui, résoudre peut-être un peu par miracle, par puissance divine, qui va résoudre tous les problèmes. Cet homme providentiel, c'est le général de Gaulle. Retiré de la vie publique depuis plus de 5 ans, le héros de la France libre finit par répondre à l'appel qui lui est lancé depuis l'Algérie. Ce qui se passe en ce moment en Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. Mais aussi, ce peut être le début d'une espèce de résurrection. Voilà pourquoi le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile, encore une fois, directement à la France. C'était Dieu qui arrivait, qui venait nous sauver.